Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Et on parle de vrais gens dans cette émission, évidemment, avec notre invité ce matin, Monsieur Abdoulaye Sow, qui est avec nous, mon cher Jacques Lewaleno. Camarade, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment se porte l'USTG aujourd'hui? Je veux dire, l'USTG dans son ensemble, les deux factions. Ouais. Est-ce que les discussions ont commencé? Parce que vous nous avez donné l'espoir au décès de Lumbemba Souma. On a cru que c'était fini la rivalité. Ouais. Merci. Je vais d'abord corriger une petite chose que j'ai entendue ce matin sur le salaire des fonctionnaires. Ce n'est pas 2% qu'on prélève, c'est 5%. Les 2%. Ce matin, vous avez entendu ça? Ah oui, c'était dans le morning, c'était de l'humour. Hein, voilà. Les 2%, c'est pour les retraités. Avec Bob. Là, il est vraiment fidèle. Hein. Autre chose que je voudrais également corriger, Oui. c'est la presse qui a créé deux factions. Non. Comment? On va pas vous laisser. Il n'y a qu'une seule USTG. Et vous voulez dire que c'est vous? Mais il y a vous et Abdoulaye Camara. Je vous Il dis y a deux pourquoi. personnes. Il n'y a qu'un le secrétaire général de la centrale qui convoque le congrès de la centrale. Et vous savez que Lumbemba, avant de mourir, où il était chez nous. Et nous sommes au siège à Boulbiné. Le siège de l'USTG, ce n'est nulle part, c'est à Boulbiné. Et le secrétaire général qui a convoqué le congrès et était avec nous à Boulbiné jusqu'à sa mort. Oui, mais on a appris Donc, aussi, il avait aussi convoqué le congrès de Mamou. Non, c'est pas, il ne peut pas convoquer et ne pas aller. Bon, ça, On nous apprend que c'est à la dernière minute qu'il s'est retrouvé du côté du palais. Non, il a écrit. Non, notre congrès a eu lieu 2 semaines après leur congrès. Il n'y a qu'une seule USTG, je persiste et je signe. Vous avez posé la question de savoir. De nom, mais pas de leadership. Est-ce que, comment se porte aujourd'hui l'USTG? L'USTG que je dirige se porte très Mais bien. on parle de l'USTG dans son ensemble, les deux groupes. L'USTG Il faut pas nier l'évidence. L'USTG se porte bien. Vous savez, c'est la pagaille dans ce pays. Chacun peut faire du n'importe quoi. En clair, il n'y a pas de discussion entre vous et Abdoulaye Camara. Demain, si une structure s'appelle l'Espace Guinée, vous allez accepter? Ouais, mais ça dépend de quelle est leur Ça dépend de comment ça va se de leur passer. activité. Ici, toute façon, c'est une entreprise, là-bas, c'est une association. Pour moi, en étant à votre studio ici, il n'y a qu'une seule USTG. L'USTG, où était Lumbemba, où était Ibrahima Fofana, où est actuellement Abdoulaye Sow. Donc, en clair, vous nous apprenez ce matin, il n'y a aucun problème, tout va bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi le problème? Il y a des problèmes. Oui. Avant notre congrès, nous avons été appelés par la CNTG Oui. pour réconcilier les partis. Parce que le conflit remonte au problème de carburant que vous connaissez. Oui. Vous reconnaissez Quand il qu'il y a eu problème. quand il y a eu le problème de carburant, des personnes qui étaient habituées, qu'on appelle les commissions de négociation, qui étaient habituées à cela, s'étaient réunies pour prendre des décisions. On leur a dit non, il faut qu'on se retrouve ensemble, qu'on décide ensemble et qu'on aille ensemble. Ils ont refusé. La FESABAC s'est retirée à l'époque de l'USTG, le SLEG s'est retiré, la FESATEL s'était retirée. Alors c'est la CNTG qui a joué le rôle de réconciliateur. Ils nous ont appelés, ils nous ont convaincus de nous retrouver au niveau de l'USTG pour que nous allions ensemble solidairement. Donc, un jour de 8h à 17h, nous étions à la CNTG pour discuter de nos problèmes. On a conclu qu'il est nécessaire que nous allions laver le linge sale en famille pour que nous allions en renseigner au congrès pour qu'il n'y ait qu'un seul congrès. Cette faction qui est allée à Mamou s'est détachée. Le lendemain, alors que Lumbemba a écrit au gouverneur de Mamou pour dire que le congrès ne l'a plus lieu parce que c'était prévu à l'ENATEF, il a écrit à tout le monde pour dire que le congrès est reporté jusqu'à ce que nous lavions le linge sale en famille, jusqu'à ce que nous soyons réconciliés. Et malheureusement, ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils ont fait et qui fait aujourd'hui qu'il y a plus de problèmes. Donc nous, notre USTG se porte très bien. Nous sommes sur le terrain. Alors, aussi. je vois ces derniers temps tellement de sorties bizarres. Je parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a peut-être un mouvement lancé anti-Souma? Je parle d'Abakar Souma évidemment. J'ai vu Roméo à la télévision, c'était hier, avant-hier, je ne sais plus, qui parlait
de 5, vous dites 5% ce matin en ce qui concerne les salaires. J'ai vu aussi ce monsieur qu'on était censé d'inviter, Tunkara, qu'on était censé d'inviter dans ce studio ce matin. Dites-nous, le mouvement syndical aujourd'hui, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on peut dire que c'est Souma le problème en nous regardant dans les yeux à le dire parce que surtout au sein du SLEG. Justement, parce qu'il y a un gros problème. Bon, là aussi, vous comprendrez qu'il y a eu le SLEG qui a suspendu ses activités à l'USTG. Mais il y avait 8 membres. Le SLEG de Souma? Oui, il y avait 8 membres au sein. Vous ne répondez pas à ma question. Allez-y. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que c'est Souma le problème? Est-ce que c'est Souma le problème? Non, pas du tout. Il n'est pas un problème. Nous, ce n'est pas une question d'individu, c'est une question d'institution. Ouais. Moi, je ne parle même pas d'individu, je parle d'institution. Je dis, le SLEG a suspendu ses activités au sein de l'USTG, mais il y avait 8 membres dans le bureau exécutif national de l'USTG. Il y a 4 qui se sont retirés, il y a 4 qui sont restés. Et aujourd'hui, le SLEG fait la guerre à ces 4 qui sont restés. Pour dire qu'ils sont restés alors qu'ils se sont retirés. Mais il y a quand même excusez-moi du terme, mais il y a quand même un désordre là. Parce que je vois que vous parlez de Tunkara qui est donc avec vous. Justement. Roméo qui est avec vous. Et de l'autre côté. Roméo. Les grandes gueules. Et de l'autre côté, quand on regarde aussi la FESABAG, vous êtes chez vous, mais il y a également quelques éléments de la FESABAG qui sont avec Abdoulaye Kamara. Je pense à Madame Marie-Yvonne Koumbassa, par exemple. Je suis désolé. Qu'on voit tout le temps avec Abdoulaye. Je suis désolé, il n'y a aucune personne de la FESABAG qui est aujourd'hui avec Abdoulaye Kamara. Je suis désolé. Yvonne n'est plus avec vous. La FESABAG, c'est la fédération qui se porte très bien et qui est limpide, qui a négocié pendant Covid et qui a obtenu des résultats. Ces gens-là dont vous parlez étaient effectivement au niveau de la FESABAG. Ils nous ont ils nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Les dispositions ont été prises de la base au sommet. Ils ont été écartés. Aujourd'hui, ils ne font pas partie de la FESABAG. C'est clair, c'est net. Marie-Yvonne. Je suis désolé. L'adjointe aujourd'hui au niveau de la FESABAG, c'est Madame Nabé Alama Kondé. Waouh. Les grandes gueules. Et c'est clair. À un moment donné. Oui, c'est bien. Et la FESABAG se porte très bien. Vous êtes conscient, ça se très bien. La FESABAG se porte très bien. Est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui que le mouvement syndical n'a plus de poids en Guinée? Est-ce que vous êtes conscient de ça aujourd'hui? Je suis conscient. Parce que divisé, on ne peut rien faire. Pour des intérêts égoïstes. Et des intérêts égoïstes, aujourd'hui on est divisé. Nous étions forts en 2006, nous étions forts en 2007, en 2008 et en 2009. Même en 2017, il faut le dire. Mais aujourd'hui, nous sommes faibles parce que pour des intérêts personnels, pour des intérêts dont on ne sait pas, et l'implication de certaines personnes, des cadres véreux, nous ont divisés. Vous savez qu'il y a... Qui sont ces cadres? Vous savez aujourd'hui qui sont ces cadres? S'il vous plaît. Non. Qui sont ces cadres? Parce qu'on parle du gouverneur de la Banque centrale de Guinée, entre autres, Lucien Nabé, qui est très ami à Tunkara, entre autres. Vous n'allez pas dire le contraire. En ce qui concerne les négociations, ils étaient tout le temps ensemble avec le PM, entre autres. Et vous-même, c'est très important. Est-ce que c'est vous le problème? Si tous les cadres guinéens étaient comme Lucien Nabé, on serait fiers aujourd'hui, il n'y aurait pas de division dans ce pays. C'est une personne de grande valeur, une personnalité respectable dans ce pays. Je suis désolé qu'on parle de lui dans ce sens. C'est une personne très respectable, un professionnel, un intellectuel. Qui sont ces cadres alors? Qui sont ces cadres alors, monsieur So? S'il vous plaît. Oui. Si aujourd'hui... Non, qui sont ces cadres alors? C'est important. Comme sache. Ici, vous êtes sur les grandes gueules. Les grandes gueules. Vous nommez des gens. Non, vous êtes en train d'encenser le gouverneur en parlant de sa probité, tout ça, un homme ceci, un homme cela. Et de l'autre côté, c'est pas ça. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas nous dire qui sont ces cadres. Je vous l'ai dit ici. Qui sont ces cadres? Je vous ai dit à l'époque que pour l'autre faction de l'USTG, celui qui les a parrainés, c'était Suleiman Keita qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Suleiman Luno? Non, Suleiman Keita qui est RPG à l'Assemblée nationale. Suleiman Luno Keita? Oui, c'était leur parrain. Aujourd'hui. Donc il fait partie de ces cadres véreux. Oui, parce que quand on a reporté le congrès à Mamou, ce sont ces personnes-là qui ont appelé le gouverneur pour dire que le congrès doit avoir lieu. Et c'est le gouverneur qui a signé le PV du congrès. C'est inadmissible. Qui devrait signer?
Normalement, c'est légalement. C'est une personne de la société civile. Alors moi je suis quand même dans une espèce d'imbroglio quand je vous entends. Vous tombez vous-même dans votre propre contradiction lorsque vous nous dites que la FESABAG se porte comme une peau de charme, que tout va très bien, tout ce que vous appelez traites ont été écartés et tout ça, et dans le même temps, vous reconnaissez vous-même que vous êtes affaibli parce que vous êtes divisé à l'intérieur et que c'est des cadres véreux, entre autres. On a fait le lifting, mais on est quand même divisé. Oui, mais vous êtes des journalistes, vous pouvez mener vos micros au niveau de la FESABAG, vous le sentirez. La FESABAG, en tant que fédération, se porte bien. Mais les centrales syndicales ont des problèmes aujourd'hui. Les centrales syndicales ont des problèmes aujourd'hui pour unifier le mouvement syndical. C'est aussi simple que ça, pardon madame. Il faut être très responsable. Oui. Il faut que les gens se retrouvent autour de la table, discutent, on met nos égos de côté pour trouver une solution à nos problèmes. La solution, c'est que chacun accepte l'autre et qu'on sorte de soutien de quelque part pour que nous fassions notre rôle régalien de défendre le travail et les travailleurs. C'est ça notre rôle. Moi je suis triste, pardon, excuse-moi Ahmed, moi je suis triste parce que quand j'entends, j'ai entendu un monsieur qui disait que Madame Doussou, je ne sais, du côté des États-Unis avait financé le SLEG, voilà, entre autres, et que non, je vous dis ce que j'ai entendu ces derniers temps, j'étais vraiment triste. De voir Roméo qui parlait de Souma autrement, pendant un moment c'était son dieu, si je peux me dire ainsi, Tunkara entre autres, et voir aujourd'hui que vraiment ces personnes-là se disent aujourd'hui non, c'est l'homme à abattre, comme vous aussi d'ailleurs. Quand on va à Kumbasa, vous parlez de vous, parce Yvonne, je me dis c'est juste pas possible, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Moi je ne parlerai jamais de... Non, je n'ai pas dit que vous allez parler... Une personne, jamais. Si, vous avez parlé de Souma ici, quand même. Quand vous dites que vous ne parlez de personne. L'année dernière, vous avez parlé de Souma ici. Vous m'avez posé... Non, c'est parce que Souma s'était retiré du SLEG. Il m'a accusé de tous les noms d'oiseaux. Je suis venu ici pour éclairer votre lanterne par rapport aux accusations qui étaient portées sur moi. Sinon, moi, je ne parle pas d'une personne, je parle d'institution. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, Monsieur Sow, pour que vraiment ce mouvement syndical, je parle de l'USTG, entre autres, on va de SLEG, on fait de SLEG, il y a quand même Madame Joséphine Leno du Conseil économique et social qui a entamé des démarches, notamment pour aller... Joséphine Guilao, j'allais dire. Qui a entamé des démarches allant à la rencontre de chacune de ces centrales syndicales pour essayer de voir comment vous réconcilier, parce que la promesse avait été faite le jour de l'inhumation de Louis Mbemba. Où est-ce qu'on en est? Quand on s'est retrouvé au palais, sous le coup de l'émotion, vous avez eu des pleurs, les gens se sont embrassés. Parce que vous savez, comme aiment à le dire les marxistes, on ne pleure pas le mort, mais on voit le mort sa propre condition. C'était cela qui a habité les gens. Donc, cette commission a été constituée de Komara, de Madame Guilao, de Dr Wora, de Kaokari, pour réconcilier les centrales syndicales. Ils sont venus nous voir. Le jour qu'ils sont venus nous voir, nous leur avons dit que nous nous sommes disposés à discuter pour trouver la solution aux problèmes qui assaillent aujourd'hui le mouvement syndical guinéen. Nous avons mis en place une commission pour élaborer les TDR nous permettant la réconciliation. Le même jour, à midi, nous étions convoqués au tribunal, à la cour d'appel de Conakry par l'autre faction dont vous parlez aujourd'hui. Nous avons la volonté. Moi, je veux aujourd'hui réconcilier. Si c'est moi le problème, je quitte le mouvement syndical. Mais s'il y a une autre personne qui constitue le problème, lui aussi, il doit se remettre en cause. Ce qui est important aujourd'hui est que nous mettions nos égos de côté, que nous nous retrouvions en hommes responsables, parce que les travailleurs nous regardent aujourd'hui. C'est les travailleurs que nous défendons. Il faudrait qu'on se retrouve, qu'on se parle et qu'on s'accepte. Mais l'autre partie ne veut pas, parce que pendant qu'on parle de réconciliation, il nous envoie au tribunal. Comment vous pouvez accepter d'être au tribunal et de négocier? Nous sommes convoqués le jeudi à venir au Conseil économique et social. Nous sommes prêts. Nous avons déjà élaboré les TDR. J'ai préparé mes hommes pour que cette réconciliation ait lieu. Nous avons tendu les mains depuis longtemps à ces hommes-là pour qu'on se retrouve, parce que c'est notre maison. C'est eux qui ont quitté la maison à Bloubiné, qui sont partis. Nous avons demandé à ceux qu'ils reviennent à la maison, qu'on discute, qu'on compose un bureau consensuel et qu'on aille de l'avant. Et qu'on puisse jouer notre rôle, qu'on ne trompe pas les travailleurs. Moi, je ne suis pas là pour tromper les travailleurs, je suis là pour jouer mon rôle. Vous avez un discours très angélique là ce matin, vous vous présentez comme un peu une noix blanche. Moi, j'ai aussi l'impression que les Guinéens sont incapables, de travailler ensemble, et puis j'ai un problème.
puisqu'on parle de démocratie, oui, je pose ma question. Puisqu'on parle de démocratie, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps que justement les instances syndicales procèdent à une espèce de renouvellement générationnel? Vous êtes là quand même depuis des années. Oui, mais... Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je suis encore jeune. En activité. la plupart aujourd'hui... Les grandes gueules. C'est vrai ce qu'il dit, c'est une réalité. La plupart aujourd'hui, c'est la question que je me suis posée quand la mission est allée à l'intérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui, on veut transposer les conflits sociaux dans la vie, dans la vie des travailleurs, dans le salaire des travailleurs, des fonctionnaires guinéens. On va à l'intérieur du pays, alors que nous sommes partie prenante, sans aucun membre de l'USTG. Et ils partent là-bas pour présenter des personnes autres au nom de l'USTG. C'est inacceptable. Aujourd'hui, on veut transporter, on demande aux travailleurs d'accepter de cotiser 5%. Aux retraités mais là, vous ne répondez pas tout à fait à ma question. J'arrive. De cotiser 2%. Et dans un syndicat divisé. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut un changement de génération neuve. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des retraités. Il y a des retraités qui... Comment tu peux être retraité? Tu n'as plus de revenus et tu veux défendre les travailleurs. Ils sont toujours leaders syndicaux? Oui. Qui? Aboukar Souma est retraité depuis le 31 décembre. Et je pense que... Du coup, on parle. Je pense que le secrétaire général de la CNTG aussi... Amadou Diallo. Oui. Vous n'avez pas l'âge de la retraite, vous n'avez pas l'âge de la retraite? Non, il est dans le privé de toute façon. Je suis cadre de banque. Il est jeune. Le jour où j'arriverai à ma retraite, je rendrai ma démission. Monsieur Sow, vous savez, est-ce qu'au sein de vos entités, vous ne comprenez pas qu'il est nécessaire aujourd'hui que vous arrêtiez de retourner Fofana dans sa tombe et que finalement vous permettiez à ce que les larmes de la pauvre dame Rabiatou Serra puissent sécher parce qu'elle en a tellement pleuré de votre division jusqu'à ce que les pleurs se sont transportés dans nos studios un jour ici lorsqu'on l'a appelé à l'antenne. Est-ce qu'aujourd'hui, comme le disait Ahmed, est-ce que franchement les factions dont vous parlez, est-ce que vous avez la capacité de vous retrouver? Parce qu'on a l'impression que vous êtes sortis au-delà de la guerre de syndicats, que vous vous détestez vous-même entre vous. Ouais. En réalité, ils veulent s'entretuer. Vous vous détestez. Ouais. Merci beaucoup. Très humainement parlant. C'est-à-dire aujourd'hui je me pose la question, comment on peut... Moi, je ne déteste personne. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les grandes gueules. Je pense que c'est la guerre des intérêts. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent leurs intérêts au-dessus de l'activité syndicale. Est-ce que vous accepterez... Alors que nous avons un rôle. Est-ce que vous accepterez de mettre un terme à votre mandat? Par exemple, pour la réconciliation. Si c'est moi le problème, je mets fin à mon mandat. Je l'ai dit à tout le monde. Ouais. Je vous donne un petit exemple. À la Bissigui, je suis secrétaire général de la délégation syndicale. J'ai dit aux travailleurs, je ne suis plus candidat. Ils se sont réunis, ils ont dit non. C'est vous qui devez continuer. Parce que nous vous faisons encore confiance. Alors ils m'ont reconduit, sans moi. Alors, aujourd'hui, si aujourd'hui, pour la réconciliation du mouvement syndical guinéen, Sow Abdoulaye, en activité, ne bénéficie plus de la confiance des élus à la base, je rends ma démission. Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes quand même un peu miné, gangréné par le milieu politique aussi? Il y a des intérêts politiques là-dedans? Je dirais oui. D'accord. Ouais. Je dirais oui. Ce oui-là, c'est ce qui fait aujourd'hui que le conflit s'exacerbe. C'est parce qu'il y a des intérêts. Vous savez, il y a des syndicats qui sont créés par arrêté. C'est mon syndicat. Il y a des ministres qui disent c'est mon syndicat. Oui, c'est ce qui est inacceptable. Il faut reconnaître que la notion de détestation revient encore quand on sait que Souma, à un moment donné, il a tenu tête au gouvernement. Et on sait très bien que dans les mouvements syndicaux, il y a beaucoup d'entre vous qui ont des parrains perchés là-haut. Donc Souma était vraiment l'homme au-delà de Dabat. C'était le gars qu'il fallait peut-être incinérer, faire disparaître complètement. Vous ne l'avez pas réussi. Et donc, la guerre de Souma s'est transportée entre vous. Vous êtes arrivé à un niveau où le problème est devenu humain, monsieur Sow. Il faut le reconnaître. Ce n'est plus un problème syndical. Le problème est devenu... Il y a tel qui ne veut pas voir la tête de Sow. Monsieur Sow ne veut pas voir la tête de tel autre. Donc, vous êtes arrivé à un pic où la réconciliation devient complètement impossible. Vous êtes un journaliste. C'est difficile. Vous êtes un journaliste. Vous devez avoir
vous devez vous approprier de deux types de connaissances, la connaissance intuitive et la connaissance superficielle. Quand vous avez un problème, ne regardez pas le superficiel. Vous voyez souvent à distance. Moi, il est venu tout dire de moi ici, alors que je suis signataire de tous les accords en faveur du SLEG. Le SLEG m'a porté en triomphe au tribunal de première instance de Matam. Le SLEG m'a porté en triomphe quand nous avons signé les 40% au Palais du Peuple. Et ils ont dit que M. Sow Abdoulaye, tout dernièrement, a trahi le SLEG. C'est décevant. C'est extrêmement décevant. Ils savent tous, c'est ceux qui habitent aujourd'hui Tounkara, c'est pourquoi ils venaient vous voir, c'est qu'ils savent que je suis signataire de tous les protocoles. J'ai conduit toutes les négociations du SLEG et j'ai réussi. Si aujourd'hui ces gens-là disent que je les ai trahis, c'est décevant. C'est pourquoi quand vous parlez de Souma, il faudrait le regarder à distance, mais le regarder aujourd'hui aussi au sein de nos activités. C'est quelqu'un, au-delà de l'apparence, qui est complexe, qui est touffu et confus. Bien, c'est bien dit. Mais ça serait un plaisir évidemment d'inviter Mpokapa Tounkara et Souma dans ce studio. Moi j'aimerais bien les confronter, et parce que quand Jacques Liwa a proposé Tounkara dans cette émission, je dis bon, c'est un peu ambigu, le mieux ça serait d'avoir aussi Souma en face, on a Tounkara, et puis comme ça on débat. Je pense qu'à un moment il faut qu'on dialogue dans ce pays. En tout cas, si tous les deux ils sont d'accord, demain nous on peut leur passer l'antenne, et puis comme ça ils vont passer dans cette émission. Monsieur Guirassi, oui. Monsieur Guirassi. Et vous, si vous êtes d'accord, on invite aussi Kumbasa ici dans ce studio, comme ça on va essayer de débattre. Non, ça c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Non, je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui ne soit pas de mon... Non, c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Mais je suis prêt, à débattre avec n'importe qui. Avec Souma entre autres. Avec Souma, okay. Avec n'importe quel leader syndical. D'accord. N'importe lequel. Bon. Ici, sur un thème de votre choix. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à débattre. J'ai dit on va essayer d'organiser ça. Et vous-même, vous allez tirer les leçons. Celui qui va essayer de désister, on informera les auditeurs. Vous êtes prêts pour jeudi? Je vais informer Souma. Souma, certainement, il nous écoute en ce moment. Et jeudi, comme ça, on va l'inviter dans ce studio pour savoir un peu ce qui se passe. Oui, vous avez dit dans un premier temps, lui et Tounkara, ou bien lui et moi? Non, j'ai dit si vous êtes d'accord. Moi, je suis prêt. Voilà, entre vous et Souma. C'est plus simple. Voilà, ou bien Tounkara, comme vous voulez, j'en sais rien du tout. On va préparer ça. On va préparer ça, voilà. Préparer, Sow Abdoulaye est prêt à tout débat et avec n'importe qui. Voilà, même avec Kumbasa. Non. Sauf. Parce que tout simplement... Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité et surtout on parle de ces passeports biométriques, parce que du côté de l'extérieur, notamment la France, entre autres, partout d'ailleurs, les Guinéens se plaignent à ne pas avoir accès évidemment au passeport parce que tout simplement, du côté du ministère de la Sécurité, on s'est approché pour comprendre exactement ce qui se passait, mais nous on nous dit ça se passe du côté du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne comprends pas. Et pourtant, il n'y a pas de sous-Guinéens. La Guinée a du mal à se moderniser, c'est-à-dire que la communauté internationale a imposé des passeports biométriques à tous les États du monde. Ouais. Je sais que le ministère de la Sécurité, pour avoir discuté avec certains, a fait son boulot. Là où le bas blesse, c'est effectivement dans la distribution au niveau des ambassades à l'étranger. Ouais. Et ça ressort uniquement du ministère, de la volonté du ministère des Affaires étrangères. Et comme vous le savez, en général là-bas, c'est un peu le conservatisme. Ouais. On avance un peu comme des escargots. Et pourtant, le pays doit bouger quand même. Je veux dire, quand le ministère de la Sécurité fait son boulot, de l'autre côté quand même, on doit exécuter parce qu'ils ont envoyé des agents, ils ont envoyé, des consignes. Malheureusement, ce n'est pas respecté. C'est comme vous êtes des bons à rien. Pendant ce temps, les autres Guinéens souffrent à l'étranger, Jacques Liwa. Oui, quand même, depuis 2015, parce que c'est en 2015 que cette idée de biométrisation est arrivée ici. Il y a eu une première initiative pour aller, n'est-ce pas, faire le recensement à l'étranger, ce qui n'a pas été fait. Ouais. Et depuis 2016, les Guinéens continuent à venir en Guinée pour renouveler seulement leur passeport. Ouais. Ça, parfois, c'est compliqué. Et certains, c'est quand ils constatent que... Parfois, c'est compliqué. On a reçu beaucoup de messages dans ce sens. Non, mais quand j'ai dit parfois c'est compliqué...
peut-être, en tout cas pour la majorité, c'est compliqué. Si vous devez payer le billet d'avion, vous constatez que vous avez des problèmes, ça va expirer très bientôt. Donc vous êtes obligé de rentrer au pays rien que pour renouveler, n'est-ce pas, le passeport. Ouais. À un moment donné, on nous faisait comprendre qu'on était en train de mettre en place une commission mixte composée des cadres du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Sécurité pour aller procéder à ce recensement, parce que la difficulté avec les passeports biométriques, ils ont exigé que ce soit la présence physique. Donc si on n'a pas trouvé le matériel au niveau des ambassades pour faire ce travail-là, ça peut paraître compliqué. Il y a eu, je crois, un premier travail sur le continent africain. Dans certains pays, il y a eu des missions qui sont allées. Là également, ce n'était pas très poussé parce qu'ils sont limités dans la capitale. Je prenais souvent l'exemple du Gabon, où les gens étaient obligés de partir de l'intérieur pour Libreville. Il y a un qui me disait, je suis obligé d'aller de Port-Gentil pour Libreville. C'est beaucoup d'argent que je dépense dans le transport aller-retour, et une fois arrivé là-bas, je suis obligé de payer le même montant que d'autres sont appelés, n'est-ce pas, à dépenser pour s'offrir, n'est-ce pas, un passeport. Ça, c'était les difficultés, par exemple, sur le continent africain. Mais ça, c'est depuis 2016. Oui. Maintenant, après, on n'arrive plus à dépêcher les équipes pour aller faire, n'est-ce pas, ce travail sur le terrain. Il est important que les deux départements, si le ministère de la Sécurité, comme on dit, fait son boulot, il faut qu'à un moment donné, le ministère des Affaires étrangères essaye de se bouger, parce que s'il y a un ministère qui est mieux représenté à l'extérieur, c'est bien le ministère des Affaires étrangères. Justement, c'est son boulot. Ouais, c'est son boulot. Ben oui, on ne demande que ça. Malheureusement, les Guinéens pâtissent des carences, ou j'allais dire même de la médiocrité de certains de nos cadres qui n'ont pas conscience qu'un passeport, c'est un droit et c'est essentiel pour pouvoir vivre ou survivre à l'étranger, tout simplement. C'est bien dit, parce que après on n'a pas d'identité. On n'a pas d'identité. Voilà. Allez-y, Daouda Ahmed. Le problème, il se pose, Jacques le rappelait tout à l'heure, avant 2015, il y a eu beaucoup de problèmes que les Guinéens de l'étranger ont toujours rencontrés, et au-delà des Guinéens de l'étranger, ceux qui sont tout de suite à Conakry ici ont aussi du mal parfois à accéder même à la carte nationale d'identité. Et on nous a vanté ici la carte nationale d'identité biométrique. Vous allez dans les commissariats aujourd'hui, vous allez certes trouver le matériel qui est en place, mais jusque-là, on continue à délivrer les anciennes cartes nationales d'identité. Et ça veut dire qu'on a vanté un projet qui, jusqu'à présent, on ne sait pas où ça cale, mais ça ne va pas du tout. Et le ministère de la Sécurité qui rejette sur le ministère des Affaires étrangères, mais je crois que les deux doivent travailler ensemble. Ce n'est pas un rejet, c'est très important. Non, parce que le ministère de la Sécurité a été clair sur ce dossier, à dire, nous on a fait notre boulot, c'est aux affaires étrangères évidemment de se bouger, parce qu'ils ont fait des propositions du côté des affaires étrangères. Là de ce côté, ça se bouge pas. Je sais pas, j'ai l'impression là-bas, comme si nous sommes en 1950. Or, les gens ont besoin de leur passeport. Les ambassades et les consulats sont pour les Guinéens à l'étranger. En tout cas, les échos que nous recevons sont pour les Guinéens à l'étranger, comme si ils sont pas là pour les représenter. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils se tournent vers les ambassades, vers les consulats, et tout de suite, on a l'impression que ces ambassadeurs, ils sont pour leurs propres affaires, pour leur propre business, parce qu'on le temps doit partir de Conakry, du ministère des Affaires étrangères. Effectivement. Vous savez, à un moment donné, pas pour vous couper, Daouda, l'affaire, les passeports étaient exclusivement gérés au ministère des Affaires étrangères. C'est vrai que c'était pour une catégorie des passeports que le problème a été soulevé. C'était les passeports diplomatiques. Les passeports diplomatiques, où on a enlevé cette responsabilité-là dans les mains du ministère des Affaires étrangères pour aller loger cela du côté de la présidence de la République. Parce qu'il y avait parce qu'il y avait les Nigérians qui avaient des passeports diplomatiques. Ça se délivrait. On a vu un ambassadeur qui était en complicité avec un Nigérien qui délivrait des passeports diplomatiques aux Nigériens et qui se faisait passer pour des Guinéens alors qu'il ne l'était pas. Est-ce que aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères doit continuer à faire attendre encore des Guinéens de l'étranger pendant ce temps? Et à l'intérieur même de la Guinée, il y a encore des problèmes. Est-ce que le ministère de la Sécurité doit pouvoir s'occuper et de l'interne
et de l'externe. Non, il ne peut pas. C'est une question qui se pose. Pour qui connaît le fonctionnement d'un État, le ministère de la Sécurité n'a aucune prise sur l'étranger. C'est un ministère qui s'occupe des affaires. Puisque l'autre ne se bouge pas. Non, mais il faut que ce n'est pas dans ses prérogatives. Non. C'est pas dans ses prérogatives. Il faut que le ministère des Affaires étrangères se bouge, ou alors qu'on remplace les cadres qui ne font rien, parce que les Guinéens de l'étranger pâtissent justement de cette carence du ministère des Affaires étrangères. Et comme tu le disais tout à l'heure, vous avez des Guinéens quand même qui viennent, qui payent un billet d'avion, qui pour la plupart n'ont pas forcément pas de maison ici, donc qui payent le séjour, et en plus qui se font racketter pour avoir un passeport. Donc ça fait beaucoup, ça fait ce qu'on appelle la triple peine. Donc il est temps effectivement que le ministère des Affaires étrangères, dont c'est les prérogatives, se bouge. Parce que je le redis, le ministère de la Sécurité a fait pour sa part son job. Ouais, c'est bien dit. Voilà. Donc je pense qu'on va essayer de s'approcher du côté du ministère des Affaires étrangères pour essayer de comprendre exactement ce qui se trame de ce côté, parce que je ne peux pas comprendre. Quand je prends l'exemple de ce jeune qui nous a écrit, il s'appelle Alpha So, il est du côté de Compiègne en France, qui dit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des GG. Je suis So Alpha Oumar, salarié guinéen résident en France à Compiègne dans l'Oise en 60. S'il vous plaît, si vous arrivez à lire ce tweet, essayez d'en parler, le sujet des passeports biométriques dans vos émissions, car vous êtes très écoutés et c'est vraiment important pour nous les Guinéens à l'étranger. Depuis 2016, la Guinée n'a pas fourni un passeport aux Guinéens de l'étranger et c'est très grave pour un pays comme la Guinée. Le développement d'un pays commence par ça. Merci beaucoup. Donc c'est un Guinéen du côté de la France, comme tant d'autres aussi, qui nous envoie ce message. On a eu, si vous vous souvenez, la saison dernière, je pense bien, l'ambassadeur de Guinée en France dans cette émission qui nous expliquait un petit peu, parce qu'à l'époque, voilà, je pense que c'était cette saison même. C'est Amara Camara. Oui, Amara, on l'a eu dans cette émission qui nous expliquait un peu, parce qu'il y avait les corps, enfin les Guinéens qui mouraient du côté de oui, il y avait des difficultés pour rapatrier, n'est-ce pas, les corps. Et à l'époque, on a évoqué évidemment cette histoire de passeport et qui nous disait non, tout est digitalisé, en tout cas du côté de l'ambassade de France, de l'ambassade de Guinée, à Paris. Eh ben, si de ce côté tel est le cas, je n'ai pas de doute là-dessus. En tout cas, ici en Guinée, je pense que le ministère des Affaires étrangères, encore une fois, doit se bouger, bon sang de Dieu. Je pense que on demande que ça. Est-ce que c'est aussi lié au retard pour la mise en place du nouveau gouvernement? Non, ça n'a rien à voir. On parle de plusieurs années derrière. Plusieurs années, je sais, mais aujourd'hui, réponds-toi s'il te plaît. Non, ça n'a rien à voir. On veut que ça s'accélère. On veut bien que ça s'accélère, mais est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de dire, est-ce qu'ils ont cette oreille pour entendre? Est-ce qu'ils sont en fonction? Est-ce qu'ils sont en fonction? Ce sont des questions aussi aujourd'hui. Ça, c'est pour aujourd'hui. Je pense que c'est Iris qui a ce projet-là. Oui, c'est Iris. Voilà, quand vous partez au ministère de la Sécurité, vous voyez quand même un dispositif impressionnant pour faire des passeports aux Guinéens de l'intérieur. C'est vrai que ils sont bien organisés là-bas, parce qu'il y a la chance quand même. Non, là-bas, ça marche. Maintenant, je me pose la question, et ça, c'est une question d'ordre pratique. Est-ce que les Guinéens, parce que le gouvernement peut se cacher derrière et ne pas en parler, mais est-ce que le gouvernement n'a pas de difficultés à avoir le même dispositif qui se trouve au ministère de la Sécurité pour toutes les ambassades de la Guinée? Non, mais si l'ambassade l'a fait, c'est bien cela, pour exiger la présence physique. Non, mais c'est toujours une question d'homme. C'est pas l'ambassade, c'est le ministère. C'est toujours une question d'homme. Ce que j'ai dit. Quand tu vois, moi, je vais te dire une chose. Ça, c'est une question technique. Quand tu vois la différence, quand tu vois l'ambassade de France du temps de Makale, et quand tu vois l'ambassade de France aujourd'hui du temps d'Amara Camara, c'est le jour et la nuit. Oui. C'est d'abord hyper bien entretenu, tu es fier de rentrer dans cette ambassade, tu y vas par rendez-vous, c'est plus la cacophonie comme avant, et puis effectivement, il a digitalisé l'endroit. Donc c'est maintenant au ministère, encore une fois, des Affaires étrangères, dont c'est le boulot, parce qu'on parle d'identité nationale. Ouais. Les Guinéens ont le droit d'avoir une identité, c'est un droit fondamental. Donc si le ministère leur dénie ce droit-là par incompétence, moi je conseille aux Guinéens
Guinéens de l'étranger de porter plainte contre l'État parce que c'est inacceptable. Bien, on va essayer d'évoluer dans un instant parce que je le rappelais plus tôt avant d'évoquer ce sujet. J'ai eu évidemment le directeur du PAF du côté du ministère de la Sécurité, évidemment, qui a tellement répondu à nos questions en ce qui concerne cette histoire-là. Mais encore une fois de plus, s'il y a un problème entre les deux ministères, je pense qu'on doit épargner un petit peu la population de tout ça parce que ce n'est juste pas normal. Les gens souffrent aujourd'hui. Ce que j'essayais de dire qui ont envie de revenir, malheureusement qui ne peut pas revenir parce que tout simplement du côté de l'ambassade de Guinée par exemple, je prends le cas de Paris, c'est fermé. En fait, quand je dis fermé, parce qu'on ne peut pas délivrer évidemment de visa et même les laisser passer. Voilà, c'est assez compliqué, sincèrement. Ce que j'essayais de dire par rapport au dispositif technique, je dis il faut les avoir parce que c'est la présence qui est exigée. Même si bien entendu il y a une solution qui peut être trouvée, il suffit de s'organiser. On ne va pas sortir pour occuper toutes les ambassades à la fois, mais si on a un calendrier de recensement et d'impression des passeports par pays, je pense que c'est quelque chose qui peut bien marcher s'il y a une synergie d'action entre les deux départements. Mais c'est une question qu'il ne faut pas occulter. Parce que si on dit, bon, on va aller dans les ambassades. Dans les ambassades, si on n'a pas le matériel qu'il faut pour faire ce travail, je ne dis pas que c'est cela la réalité, mais c'est un doute que j'émets. Et s'il y a cette réalité-là, il faut que, en tout cas, le gouvernement essaye de se bouger pour combler ce vide-là. Oui, allez-y, Daouda Mohamed. Oui, cette question, je crois aujourd'hui, le ministère, Mamadi Touré, bien sûr, avec ses cadres, et on nous a aussi, il faut le dire, vanté beaucoup de choses à son arrivée pour dire qu'il y a des innovations qui sont en cours, il y a des rencontres, même si cela a été annoncé par Makale Camara en son temps, il y a aujourd'hui une unification des actions des différents ambassadeurs de Guinée à l'étranger. Et je crois que cette question n'a pas été prise en compte pour permettre aux Guinéens d'obtenir ces documents. Et c'est pas seulement les passeports. C'est pas seulement les passeports qui posent problème pour des Guinéens. Parfois, quand vous êtes en difficulté, on reçoit bien les échos. Parfois, quand vous êtes en difficulté, l'ambassade, vous venez, vous passez, vous poirotez, et parfois vous n'avez même pas un répondant. Vous appelez, on vous donne un numéro vert, je vais dire, vous appelez et tout le temps on vous renvoie à des rendez-vous au point que par fini vous-même vous arrivez à résoudre votre problème sans l'apport de l'ambassade. Il faut aujourd'hui que le ministère décourager. Ça décourage beaucoup et ils sont obligés parfois de rester dans l'anonymat et on les retrouve les sans-papiers qui sont rapatriés parfois ou qui ont des problèmes, qui se retrouvent en prison parce que tout simplement leur ambassade n'était pas ouverte à eux pour leur permettre d'obtenir un certain nombre de documents. Il faut aujourd'hui que Mamadi Touré accepte de redynamiser les ambassades. D'accepter déjà les agents qui sont envoyés, parce que le ministère a déjà envoyé les agents. Voilà. Du côté des affaires étrangères. Redynamiser. C'est ça le problème. Il faut que cela soit fait. Comme disait Lamine, c'est une honte. C'est une honte. Je vais vous donner un cas précis. J'ai une amie. Il y a tellement de cas, c'est incroyable. Je vais te donner un cas précis. J'ai une amie qui doit assister normalement au mariage de sa sœur dans pas longtemps. Elle a sa petite fille qui est née. Sa petite fille aujourd'hui est née guinéenne, donc elle n'a pas en Belgique, c'est pas le droit du sol qui prime, d'accord. Donc elle ne peut pas voyager tout simplement parce que l'ambassade belge est incapable de lui délivrer un passeport guinéen. Elle va être obligée de se rabattre parce que son père est sénégalais et le Sénégal, dont on parle, va lui délivrer en Belgique un passeport sénégalais. Voilà la honte dans laquelle nous vivons à l'étranger. Malheureusement. Et c'est inacceptable. Voilà. Et tu vois, je disais tantôt, tellement de témoignages. On a Mohamed Sou du côté de Paris qui nous regarde à la télévision qui dit « Bonjour Lamine, ma femme et ma fille étaient en Guinée la semaine dernière uniquement pour renouveler leur passeport. » Et voilà, comme tu le disais Jacques. Oui, les gens viennent de l'Allemagne, de la France, de la Belgique. Ils rentrent tout simplement pour le passeport. Oui. C'est dommage. C'est juste dommage. Voilà. On va en tout cas continuer à espérer, en tout cas du côté du ministère des Affaires étrangères, pour qu'on puisse se bouger parce
parce que on nous dit évidemment du côté du ministère de la Sécurité qu'ils ont fait évidemment le gros boulot. Reste à savoir maintenant, est-ce que ces agents, pourquoi on les accepte pas? Est-ce que c'est des bandits? Gros point d'interrogation. Parce que oui, on dit souvent parce qu'en Guinée, c'est des gens quand même qui ont été envoyés par le ministère de la Sécurité. J'ai pas dit le contraire, parce que souvent ici on dit on va mener une enquête de moralité et tout ça peut prendre 10 ans, on s'en sait rien du tout, parce qu'on n'aime pas la tête de ces agents. Non, c'est que je vous dis, c'est sérieux les gars, c'est très important. Donc à un moment, je ne comprends pas ce qui se passe avec les deux ministères. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt? Gros point d'interrogation, parce qu'il parlait tout à l'heure d'Iris. Est-ce que de l'autre côté, parce qu'on avait recommandé d'autres sociétés, gros point d'interrogation, que moi je suis perdu là. Autant de questions, mais il y a quand même assez de lourdeur au niveau du ministère des Affaires étrangères. Pour beaucoup de questions, on a pu le comprendre. Pour la gestion, par exemple, des migrants, où on a sorti des solutions assez faciles, alors que d'autres voudraient se montrer assez protecteurs, assez regardants sur la question des compatriotes, de leurs compatriotes, n'est-ce pas, à l'étranger. Le nôtre ne s'est pas montré assez dynamique, Quand tu regardes le fonctionnement des deux ministères, que ce soit le ministère des Affaires étrangères ou le ministère d'ailleurs de la Sécurité, tu t'aperçois que le ministère des Affaires étrangères est resté figé dans son fonctionnement, dans son mode de réflexion dans les années 70. Il n'y a rien qui a bougé. Voilà, c'est simple. Tu as des gens, on en reparlait, Lamine, on disait ça hier au niveau de la retraite. Lorsque un fonctionnaire est là depuis 15-20 ans et qu'il sait qu'il ne va pas être mis en cause, justement, la sédentarisation, il ne va pas faire son job. Oui. C'est que ça. On ne peut pas les faire bouger. On ne peut pas les faire bouger. Voilà. Et c'est dommage pour notre pays. Vous êtes chez les GG. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On a vu hier les images, travaux publics, démarrage donc de la construction des échangeurs. Oui, parce que on a vu d'abord le communiqué la veille qui nous annonçait que le déguerpissement devrait commencer du côté du rond-point de Kagbélé, où il est prévu un échangeur. Ce sont quand même de grands travaux que le ministère des Travaux publics veut lancer, même si bien entendu des questions demeurent, parce que avoir comme ça beaucoup de chantiers à la fois, alors que d'autres ont été annoncés avant ceux qu'on veut attaquer maintenant. Moi, la question qui m'est revenue tout de suite quand on a parlé des Kagbélins, c'est Bambeto. Parce que au niveau de Bambeto, même le Premier ministre a fait une communication spéciale autour du rond-point de Bambeto. Il disait que l'échangeur allait être mis là. Et rien n'a commencé à Bambeto. On va déjà attaquer le rond-point de Kagbélé. Ce qu'il faut déjà mentionner, c'est un carrefour qui accueille beaucoup de véhicules et il n'y a pas de possibilité de trouver, comment on appelle ça, une contournante pour permettre, n'est-ce pas, à ces usagers de cette zone minière, cette route minière, de pouvoir dépasser facilement. La route de Bokeh, c'est la route minière, non, je comprends mieux. Les grandes gueules. C'est la route minière. C'est déjà tout simplement. Il y a beaucoup de véhicules qui passent là, les camions qui vont dans les carrières. Donc si les travaux commencent là-bas, c'est vrai, on dit il faut parfois souffrir pour avoir du bien, mais je crois qu'on aurait pu réfléchir davantage sur la contournante à emprunter pour permettre, n'est-ce pas, aux usagers de partir à Dubreka et puis derrière. En tout cas, c'est un véritable problème qui risque, n'est-ce pas, de se poser de ce côté. Encore une fois, ce sont des questions que le ministère devra intégrer dans son plan. Du côté déjà de Donka, je crois que c'est pas terminé. C'est pas terminé, oui. Donc les bouchons continuent à ce niveau. Si on ferme Kagbélé, la ville sera tout simplement fermée. Barricadée. Barricadée, oui. Plein de questions, malheureusement, on n'a pas de répondant de ce côté aussi, mais ça peut se comprendre parce que le boycott continue du côté du gouvernement, évidemment. Allez-y, Daouda Mohamed. Non, le boycotter, c'est bon, ils n'ont qu'à boycotter, ils n'ont qu'à continuer à boycotter, mais de toute façon, ils doivent comprendre aussi que lorsqu'ils doivent communiquer, ils ne communiquent pas pour notre plaisir. Non, pas du tout. Ils communiquent pour le plaisir de la population. Pour laquelle ils sont là. Alors qu'ils acceptent
acceptent de communiquer pour mieux édifier cette population. C'est tout ce qu'on leur demande aujourd'hui. Alors, parlant de ces échangeurs du côté de Matoto et de Kagbele, je crois qu'il devait avoir... Matoto Bambeto, mais on a parlé aussi de... Les grands gars. On a parlé de Matoto à un moment donné. On a parlé de Matoto à un moment donné, mais aujourd'hui, lorsque des bonnes annonces se font, et tout de suite on oublie ce qui était à l'origine, ce qui a été dit hier, et parce qu'on ne communique pas assez pour nous dire, voilà tel changement de programme qui intervient, voilà comment désormais on va faire le travail. Et on nous informe simplement, on attaque le travail à ces niveaux, et Jacques le disait, et on prévoit dans l'esprit des citoyens qu'il va avoir des souffrances, du calvaire à traverser. Mais pourquoi ne pas faire face d'abord à ce calvaire-là? Comment contourner le calvaire, même s'il faut, même si c'est pas la grande satisfaction, mais il faut avoir au moins un petit moyen qui atténue un peu la souffrance des usagers. Quand vous prenez la route de Kagbele dont on parle, vous êtes sur la colline. Il y a une entrée, si vous venez de Dubreka, il y a une entrée, c'est bien une route qui pouvait être bien grattée aujourd'hui, qui pouvait permettre aux gens de contourner le grand rond-point de Kagbele pour venir sortir un peu devant, jusqu'au vers le siège de l'UDG. L'UDG, effectivement. On peut même sortir plus loin encore. Et parce que la route existe, mais c'est qu'elle n'est pas entretenue. On pouvait aujourd'hui gratter cette route-là et réorienter les usagers à ces niveaux pour permettre quand même le travail de se dérouler très, très rapidement. L'autre question, c'est qu'aujourd'hui, on touche à tout et à tout moment. Et au même moment, je vais dire, au point qu'il est difficile aujourd'hui de cerner l'impact même de ce qui est en train de se passer. C'est pas dit que ce gouvernement ou ce régime ne fait pas assez de travaux dans l'infrastructure. Ce régime fait beaucoup d'activités sur les infrastructures, mais c'est que c'est parsemé. On les retrouve à Gekedou, on les retrouve à Massata. On va même dire que c'est du bidonnage, je suis désolé. On se retrouve partout et au point que la population ne se rend pas compte de ce qui est concrètement fait. Et je proposais à un moment donné, j'ai dit, moi, président de la République aujourd'hui en Guinée, je vais Monsieur cibler... le président Daouda Mohamed Kamara. En Guinée aujourd'hui, je cible les régions. Les travaux publics, le budget par exemple de 2021, je ne parsème pas le budget. Je prends soit... Mais à l'arrivée du président, en tout cas, c'était l'organisation qui était faite. Voilà. Quand je prends par exemple les villes par rapport à l'indépendance. La fête tournante, évidemment. Le budget par exemple pour les routes, je cible le Fouta, la moyenne Guinée. Tout le budget de l'année va être investi à ces niveaux. Parce que quand vous arrivez aujourd'hui, c'est une proposition. Voilà, c'est son programme de société. Vous êtes candidate. Défendez votre projet de société. Je défends le mien. Alors, je disais, je cible le Fouta pour une année. Tout le budget va être investi là. Une année, ce n'est que 12 mois. Le travail va être fait là et l'année qui suit, on cible une autre région. Et une autre région, on travaille là et progressivement en 5 ou 6 ans, et on va se retrouver avec des infrastructures dans toutes les régions. Parce que quand on commence par exemple la moyenne Guinée, la forêt sait que après la moyenne Guinée, peut-être c'est la basse Guinée ou la haute Guinée, mais de toute façon, mon tour viendra, le budget qui va suivre, et comme ça, il y a moins de surprises. On n'aura pas à faire des sorties à dire le chinois est mort. Encore il n'y en aura pas. Mais aujourd'hui, on touche à tout et au même moment, au point qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe sur le terrain. Bien. Oui, allez-y, Madame Hiro. Non, mais j'aimerais dire à Monsieur le Président que l'entretien routier, c'est au quotidien. C'est pas l'entretien, la construction. Même la construction des routes, vous ne pouvez pas... Quand vous prenez ce qu'il a dit, c'est une proposition, comme Lamine l'a dit, qui a déjà été faite, mais ça, c'est dans le cadre de la construction d'infrastructures, notamment des bureaux, des centres de santé et des lieux, notamment pour les différentes juridictions. Ça, c'est un travail qui a commencé. Mais aujourd'hui, même si on sait qu'à un moment donné, ça n'a pas prospéré, c'était une très belle idée de faire ces festivités tournantes à travers de la réalisation d'infrastructures. Mais par rapport aux travaux, je veux dire la construction des routes, la mine,
le besoin est partout. Oui. Le besoin existe partout. Ouais. Il faut cibler peut-être les zones qui sont le plus dans le besoin. Mais vous êtes sur la même longueur d'onde. Non. Si, je suis désolé. Quand il dit de choisir par exemple Cancan ou choisir Mamou ou choisir Labé, je veux dire, il faut voir là où le mal existe le plus. Regardez Conakry aujourd'hui, dans quelle situation on est. Partez dans... Il n'y a pas une zone de Conakry, même à Kaloum, vous rencontrez de gros trous au milieu de la chaussée. C'est pour vous dire que en fait l'entretien ne s'est pas fait régulièrement. La route, c'est au quotidien. Vous savez comment ça se passe de l'autre côté. C'est au quotidien, c'est tous les jours. On n'attend pas par exemple qu'un trou commence et qu'il s'élargisse. On le fait tous les jours de sorte qu'on voit le besoin qui est là. On parle aujourd'hui de Kagbele. Combien de temps les travaux vont se faire? Pendant combien de temps les travaux vont se dérouler? Il a parlé de il y a un délai de combien d'années? Enfin, je ne sais pas. On parle de 24 mois. 24 mois, 2 ans. Je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Des échangeurs quand même, c'est pas en une année, c'est pas en quelques mois qu'on va faire ce travail-là. Imaginez maintenant des conséquences après, évidemment, si des déviations ne sont pas prévues. Je pense qu'en amont, il fallait, faire de la communication, prévoir ces déviations-là. Daoud a parlé d'une zone, par exemple, quand vous êtes sur la colline en quittant Dubreka. Il y a une déviation, mais c'est à l'état sauvage. C'est comme cela, rien n'est fait. Il y a des pierres, de gros cailloux qui sont là. Quand vous entrez dedans, si vous avez une petite voiture, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Le lendemain, c'est pour aller au garage. C'est la même chose de l'autre côté. Quand vous quittez, par exemple, la cité, de l'autre côté de la route, il y a une déviation, il y a une route qui était en bon état, mais à force d'être utilisée, elle s'est fortement dégradée. Et je pense qu'il fallait travailler, même si c'est faire une sorte de route bombée, mettre un peu de... Bien entendu, quand on met de la terre rouge, c'est pour la saison sèche, avec la poussière pour les populations qui sont dans les environs. Je pense qu'il y a... minières, ça m'a fait penser à Bouquet. Justement, il y avait du travail. Qui a fait une route de ce côté-là, oui. Il y avait du travail à faire en amont. Les grandes gueules. Je me demande, j'imagine les conséquences parce que cette route, c'est quand même un grand carrefour pour les gens qui quittent Bouquet, pour les gens qui quittent Kindia, Mamou et autres. C'est un grand carrefour où beaucoup de personnes, beaucoup de véhicules passent. Je me demande comment ça va se faire quand les travaux vont effectivement commencer. Voilà, il nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Diba Minimono. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine El Girassi, bonjour à tous. Bien, allez-y mon cher Diba. Vous savez, on dit souvent que le développement c'est au cas par cas. On ne peut pas quand même se disperser. Donc vous êtes même d'avis que... oui, sauf que par rapport... Monsieur le Président Daouda Mohamed. Oui, Monsieur le Président Daouda, mais sauf par rapport aux critères, par exemple, de choix, le ministère a ses critères. Voilà, le ministère aussi a ses critères. Est-ce qu'il faut prendre en fonction des régions? Je peux dire non. J'ai écouté à un moment donné le ministre Naïté qui disait qu'il faut aussi voir la fréquence des voitures. Vous avez par exemple des parties comme 36, comme Kagbele. Ce sont des zones où il y a une forte fréquence de les mouvements de personnes et plus des gros porteurs et des camions. L'affluence est là. Donc ces critères souvent pèsent dans le choix un peu des travaux. Il y a cet aspect qu'il ne faut pas négliger, mais aussi les zones de production. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on dit souvent le développement passe par la route. Il y a des zones de production, les agriculteurs souvent se plaignent pour dire nous avons la volonté de produire avec cette campagne par rapport à l'agricole, mais sauf qu'il n'y a pas de route. Et lorsque ces zones-là ne sont pas désenclavées, donc ça veut dire qu'on freine le développement dans le pays. Donc ça aussi, ça peut être un critère qui est non négligeable par rapport aux zones de production. Parce que quelle que soit la production qu'on va faire, l'outillage que l'État va mettre à disposition, s'il n'y a pas une route pour accéder à ces zones de production, ça a un impact sur le développement. Ça peut être aussi un des critères de choix. Maintenant, l'un dans l'autre, ce que moi, quand même, je condamne, c'est le fait de se disperser, d'engager des chantiers partout, parce que si vous regardez aujourd'hui dans la capitale, les citoyens sont complètement bloqués. Vous venez ici à Kouza, c'est difficile de se frayer un chemin parce que tout simplement, on est en train d'engager des chantiers un peu partout. C'est le même scénario à Bellevue, à Kaloum et partout. Je pense qu'on ne peut pas peut-être... être dans la rue, être à la fenêtre, se voir passer dans la rue. Le ministre aurait tout simplement... Certes, il y a cette volonté politique. Je pense qu'il a une bonne base. Il a bien commencé. Aujourd'hui, peut-être, le chef de l'État peut s'inscrire aussi dans la dynamique de dire on va aller dans la continuité. Naïté a engagé des chantiers, on le laisse finir les travaux. C'est possible. Oula, c'est pas la promotion de Naïté. Non, je ne suis pas en train de faire une promotion, loin de là. Loin de là. Il y a beaucoup de bons Guinéens, vous savez, oui, il y a beaucoup de bons Guinéens. Mais là, je vais vous dire une chose. Ce qui se passe dans ce pays, c'est que dès qu'on remplace un ministre, celui qui vient, il y a souvent la politique de la table rase. Complètement, on se défait ce que l'autre a commencé, on entame des chantiers partout. Et c'est ce que le président doit corriger pour
pour consolider cela et rassurer ses ministres pour dire, même si tel va quitter, mais celui qui viendra notamment devrait s'inscrire dans la même dynamique. Donc aujourd'hui, je pense que peut-être qu'il n'aurait pas besoin d'engager des chantiers partout, mais il peut se concentrer, comme il a dit, sur une zone pour dire, bon, cette zone-là, on finit les travaux et ensuite on attaque cette zone. Ça peut être possible, mais d'un landau, si on lance des chantiers partout, eh bien, on risque de ne pas avoir un résultat prouvant à la fin. Et c'est ce qui, normalement, aujourd'hui, est en train de se produire, parce que les citoyens, certes, c'est pour le peuple, mais on se plaint, on se dit, mais ils ont bloqué la ville, les chantiers partout, on ne peut pas se déplacer. Le problème, c'est que les résultats ne sont pas là. Les résultats, voilà, et c'est ce qui pose problème. Vous lancez des chantiers partout, et bien pour quels résultats? Moi, je pense que la route de Koya, on aurait pu se concentrer sur cette route qui est quand même un méga projet, c'est-à-dire Koya et Mahmoud Daboula, pour finaliser cela, et ensuite se dire, bon, on attaque Conakry, qui est la capitale, pour les routes. Et après, les zones de production, on pourrait faire ce scénario, mais si on se lance partout, eh bien, la planification va poser problème. Ouais, être partout et être nulle part. Nulle part, ça pose des problèmes. Après. Bien, Moussa, Moïse, Sila. T'as pas remarqué, t'as grossi, hein, Moussa, hein? C'est vrai, ça? Ah ben oui, hein? Et pourtant, les grandes gueules. Je fais le même poids, d'ailleurs. Là-bas, mais le petit ventre, non, c'est ma position. Même, hein? C'est ma position, ouais. Voilà. Alors, je trouve, j'ai suivi un super reportage de Kouriabou et de Mamadou Kalisso sur Kérouané. Kérouané, quand même, qui est le grand Koya. Oui, effectivement. Vous savez, là-bas, il paraît que ils n'ont jamais connu de goudron. Et ils rêvent de cela. Certains ont décidé de ne plus rêver de goudron dans cette zone. Comme à Télémélé, voilà, entre autres. C'est pour vous dire combien de fois la Guinée a besoin de routes. Oui. Mais je dis, dans notre capitale, je ne sais pas, les personnes âgées peuvent peut-être me démentir, mais est-ce que la capitale guinéenne a connu autant de trous depuis sa création? Il y a des trous partout. C'est peut-être l'expression du dynamisme du ministre Naïté qui se bouge. Il faut qu'il repasse dans ce studio. Si bien entendu le blocus est levé depuis le haut sommet de l'Himalaya. Hein. Ah bah écoute, d'accord, un jour ça va être levé de toutes les façons. Et il faut qu'il repasse. Parce qu'il y a des choses à dire. Il faut qu'on comprenne. Comment ça se fait que pour un ministère aussi stratégique, aussi dense en termes de budget, comment est-ce qu'on peut engager dans une capitale exiguë qui n'a pas de route, c'est-à-dire les routes qu'on entretient, on ne crée pas de nouvelles routes, tout ce qui se fait, ce sont des anciennes routes qui sont entretenues, ce sont des voiries qui sont entretenues. Alors comment est-ce que dans une capitale qui a une géographie pareille, on peut mettre partout des chantiers, des trous, des barrages? Ça donne du tournis aux conducteurs, mais également à la police routière qui ne sait plus où donner de la tête. Évidemment. Moi, je trouve donc que ici, rien n'est fait de façon rapide avant la saison des pluies. Je pense qu'on aura tous droit à une piscine au moins à ciel ouvert dans cette capitale. Parce que c'est trop. Oui, ça va être des piscines à ciel ouvert parce que vous aurez de l'eau partout avec bien entendu les risques que cela représente pour les usagers et puis pour les citoyens. Je pense qu'il aurait pu, dans la capitale, je suis d'accord avec les autres, il aurait pu aller de façon step by step. Il aurait pu aller vraiment en prenant en compte la densité sur certaines routes, en finissant ses travaux et en engageant d'autres dans la capitale guinéenne. Rappelez-vous du scénario du côté de la sortie, du côté de Koya, ce que ça avait créé lorsque il y avait eu l'éboulement. Donc il y a eu tous ces problèmes. Je pense que il y a une sorte de rapidité en même temps. Ça fragmente les efforts du ministère des Travaux publics. Il faudrait donc qu'il puisse un tout petit peu revoir sa copie, parce que ceux qui ne savent pas, il y a des ministres même qui sont membres du gouvernement, quand leur cortège arrive devant ces barrages, il dit il a encore creusé ici, mais où est-ce qu'on va partir? Il creuse partout. Des ministres même qui sont membres du gouvernement n'arrivent pas à comprendre la stratégie, le critique. Moi je peux comprendre quelques petites jalousies, puisque ce gouvernement aussi est rempli de clans, mais en même temps il va falloir qu'on arrête de creuser. Il faut remplir ce qui a déjà été creusé. Quand vous finirez de le faire, vous passez à un autre chantier, sinon à ce rythme là on ne va pas s'en sortir. Voilà, le moteur allumé et vous êtes chez les GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.